Et alors, pour parler des termes, il y a le terme aiguisé et le terme affûté. Chers amis, bien le bonsoir, bonsoir Guy. Bonsoir Claude. On est heureux de vous retrouver et ce jour, nous sommes le 6 mai, je crois. Nous apprenons le décès de Bernard Pivot, homme de lettres, homme de télévision, qui est né à Quinciers en Beaujolais, donc en plein Beaujolais, qui adorait le Beaujolais, qui adorait le Bourgogne, qui était un fin gastronome, qui connaissait tous les chefs, il les a tous reçus. Tu as un mot à dire sur... Ben ça m'a surpris parce que j'ai lu d'informations quelques instants avant que nous nous mettions enregistrés. Bon, 89 ans, c'est un bel âge, mais c'est quand même Oui, toujours c'est trop un bel tôt quand âge. ce sont des personnalités qu'on avait appréciées et qui auraient mérité de vivre 1000 ans, hein. Voilà, on va le dire ça, on va le dire comme Oui, ça. oui, Maintenant, bon, il était effectivement originaire du Beaujolais, une région que je connais particulièrement bien parce que j'y suis allé oui. au moins une vingtaine de fois. Le fait d'aimer le Beaujolais, c'est un petit peu atypique, c'est un peu comme Paul Bocuse finalement, parce que le Beaujolais a Oui. été souvent décrié comme étant un vin populaire, mais dans le sens un peu médiocre du terme, c'est-à-dire qui n'arrive pas à la hauteur des vrais vins de Bourgogne, disons, hein, voilà. Or, C'était un petit peu vrai quand même. ben, c'est un peu vrai, oui et non. Moi, je suis allé donc à plusieurs reprises dans le Beaujolais, j'ai goûté des choses merveilleuses. Ah non, Alors, mais il y a des choses, il y il a y a des des choses Beaujolais de merveilleuses. garde. Bien sûr, il y a des Beaujolais de garde hein, Ah oui, dans les crus, et même pas dans les crus, dans d'autres vins du Beaujolais. Et oui. ici, j'ai effectué il y a à peu près 2 mois une dégustation avec des amis de mon club pénologique qui étaient exclusivement basés sur du Beaujolais et avec des vins achetés en grande surface. Donc, c'est dire vraiment que ce n'était pas, Mhm, hein, je ne me suis pas rendu sur place chercher des vins chez un tel ou chez un tel. Et alors, ils étaient vraiment tous très surpris. Et moi, j'ai fait encore ici une découverte. C'est vraiment des vins de grande surface. Et ces Beaujolais réservent parfois de très belles surprises. Alors, il faut mhm. finalement se rendre compte que le vin, c'est un plaisir coup de cœur. Ça, on l'oublie parfois un petit peu. Et j'en Oui. discutais hier avec une personne extrêmement compétente dans le domaine du vin. Je lui expliquais certains grands vins, certains grands crus extraordinaires que j'avais goûtés, en tout cas dans les vins de Bordeaux, et qui ne m'avaient absolument pas fait frémir, même pas, je dirais, un poil du sourcil, quoi. Mhm, mhm. Et je parle de très grands vins qui sont classés, bon, je pourrais dire les noms, hein, je vais faire hurler dans les chaumières, mais enfin, je lui ai parlé Pas du dans les château Mar. chaumières, dans les Oh oui, palaces. dans les palaces, je lui ai parlé du château Margaux, que j'ai eu l'occasion de goûter, je lui ai parlé du château d'Yquem. Alors, je n'ai pas dit que c'était de mauvais vin, soyons bien clairs. Mais Bien je dis que sûr, bien sûr. la sensation que j'ai éprouvée ne me paraissait pas à la hauteur de la réputation du produit de manière préalable, je Absolument, vais dire. absolument. Voilà, et j'ai dit, j'avais acheté du château Yquem, je l'ai regretté un peu, non pas parce que ça fait une expérience et je peux en parler maintenant, mais parce que je me suis dit qu'avec cette somme-là, j'aurais pu acheter bien d'autres vins et j'en avais acheté d'autres parallèlement à celui-là, qui m'avaient laissé un plaisir extraordinaire à bien moindre coût. Donc, quelquefois, on doit pouvoir dire que le vin est un plaisir coup de cœur, qu'on doit Complètement. se laisser aller par ce qu'on y trouve, par les sens qui réagissent. Hein, et alors, bon, on a discuté, enfin, j'ai discuté un petit peu des vins, moi, que j'adore beaucoup maintenant. Ce sont en vin rouge, ce sont les vins du Chili. Bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors, Mhm, évidemment, mhm, quand mhm. on dit ça en France, ça fait de nouveau hurler dans les chaumières parce que, ah, comment des vins étrangers? Enfin, bon. Mais culturellement, nous n'avons pas en Belgique le même problème qu'en France. Nous n'avons pas une très grosse production, ce qui veut dire qu'on a toujours été tourné vers l'extérieur. Et les vins français sont un peu nos vins à nous, hein. Mhm, Quand on parle mhm, des vins étrangers et qu'on parle des vins français, pour nous, le vin français n'est pas un vin étranger. Mais pour mhm. autant, nous sommes ouverts sur le monde vis-à-vis de l'Afrique du Sud, vis-à-vis de l'Australie, vis-à-vis des vins américains, et on y fait de très belles découvertes. On y fait des découvertes Absolument. extraordinaires. Bon, voilà. Ouais. Hein, alors, le vin du Beaujolais, pour revenir à ce vin-là, c'est vrai que parce qu'il était
produit en grande quantité et qu'on a quelquefois, il faut bien le reconnaître, fait pisser la vigne, comme dit l'allocution, hein, euh, on a produit des choses qui étaient parfois très médiocres, hein. Il faut reconnaître Oui, que quand même, mais il faut quand c'était, même bien reconnaître, hein, c'était des vins, mais c'était des vins légers et qui ne demandent pas à être bu, je dirais, à de grandes occasions. Ce sont des vins, on reçoit des amis. Ah tiens, j'ai une bouteille à la oui, cave, je oui, vais la oui, chercher. Et comme c'est un vin qui se boit frais, on ne devait même pas le faire chambrer, on le remontait de la cave, on le servait. Et puis on absolument. sait aussi que ce sont des vins qui ne vont pas se conserver dans leur grande majorité très longtemps. Oui, Donc on les boit un peu comme des vins de soif, comme des vins oui, oui. d'après-midi en Alors, été. oui, Bien oui. sûr, au moment où on a le Beaujolais nouveau, évidemment, on en boit quelques bouteilles. Oui, alors Et voilà. le grand spécialiste était Georges Duboeuf, hein. Oui, Mais tout à bon, fait, oui. une année on avait à la framboise, l'année d'après c'était à la C'était banane, banane, l'année. hein, banane, voilà. Oui, bon, ça va quoi. Mais bon, je crois que maintenant ils ont compris et ils ont vraiment beaucoup, beaucoup amélioré et le Beaujolais Et oui, est tout à fait. devenu, même les. Je sais même pas il y a encore des petits Beaujolais comme c'était dans le Comme temps, c'était le cas, oui. dans les bouchons lyonnais où on boit toujours un pot de Beaujolais ou un pot de Côte-du-Rhône. Ce qui Enfin, interpelle, puisqu'on parle du vin, justement, et c'est toujours dans l'actualité, c'est les quantités de vignes qu'on arrache dans la région de Bordeaux. On oui, parle de 8000 hectares dans un premier temps, sur à peu près 100 oui, 000, je pense, oui, ce qui est énorme, évidemment, c'est presque oui. 10% du vignoble, et on compte ne pas s'arrêter là. Alors, ils Ah oui, justifient ça, ils expliquent ça par la mévente. Alors, ils oui, touchent un subside, d'après ce que j'ai vu, de quelques milliers d'euros à l'hectare, je ne sais plus combien, mais peu importe, mais qui ne couvre que la moitié du prix, je dirais, de l'achat d'une vigne, d'un terrain planté. oui, Donc, il y a une perte sèche malgré les subsides à l'arrachage pour les vignerons du coin. Alors, ils n'arrachent pas l'ensemble de leur vignoble dans le sens où un propriétaire va rarement arracher l'ensemble de ses vignes. Il va peut-être arracher jusqu'à 50%. Maintenant, ils expliquent ça par des méventes. Et je suppose aussi par le fait que il n'y a plus d'adéquation, malheureusement, entre le prix du vin qui est demandé et le plaisir que le client y trouve. Sinon, évidemment, les vins se vendraient beaucoup mieux, je suppose. oui, 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 Donc, absolument. voilà. Ouais. Et bon, nous, en Belgique, on plante, hein, voilà. Ah oui, Je oui, oui, dirais puis bon, que on plante avec, parce que nous oui, sommes là plus au nord et que maintenant, avec ben, le changement le changement climatique, voilà, fait son œuvre, hein, avec ses bons et d'accord, surtout ses mauvais côtés, de toute façon. ok. Donc, voilà. Alors, bon, tu as quelques actualités à nous Ben donner? oui, l'actualité un petit peu touristique d'une part. Donc, ça se termine, hein, attention, hein. Hein, Le monde entier, mais c'est un peu un lapsus, enfin, c'est un petit peu exagéré quand je dis ça, se déplace pour le moment dans la grande banlieue sud de Bruxelles pour venir goûter à la féerie du bois de Halle. J'en ai déjà parlé d'autres années. Alors, ce hein, bois de Halle, c'est une forêt qui est un vestige, même si elle a été replantée, hein. C'est un vestige de l'ancienne forêt charbonnière qui couvrait la Belgique à l'époque des Gaulois, à l'époque de Césaire. hein. Alors, ben dans ce bois de Halle qui fait 500-600 hectares, pour donner un petit peu une idée, et qui est traversé par une autoroute, il y a un tapis à cette époque de millions et de millions de jacinthes bleues Ah qui oui, couvre le sol et qui donne à cette forêt un air, je dirais, enchanteur. C'est une forêt enchantée qui est classée parmi les plus belles forêts du monde. Alors, de la jacinthe bleue, on en trouve dans d'autres forêts, en Belgique y compris, hein, mais on la trouve dans d'autres forêts de manière éparse, hein. Il y a quelques bancs hum, comme ça hum, de jacinthe bleue, alors que là-bas, elle forme un tapis, mais alors un tapis qui est sans discontinuer sur de grandes, grandes zones de plusieurs dizaines d'hectares. Alors au point que, bon, cette année-ci, le climat n'y était pas pour faire des visites, mais habituellement, ils sont obligés, maintenant qu'il y a un tel succès à venir voir le bois et à venir s'y promener, il faut qu'ils engagent des stewards qui vont veiller à ce que le oui, public qui déambule reste sur les sentiers balisés, parce que il est apparemment avéré que si on va piétiner les jacinthes l'année suivante à cet endroit-là, elles ne repoussent pas, il faut plusieurs années oui, avant que oui, spontanément elles se remettent à pousser à un endroit piétiné. hum, hum, Donc, il y a des gens qui sont engagés pour surveiller et mettre le bon ordre. Sinon, vous avez des gens qui font n'importe quoi, qui font les courir avec des enfants hum, sur les tapis de fleurs. Donc, ça ne va pas. absolument. Mais enfin, c'est un spectacle féerique. Alors, il y a énormément, je n'y suis allé qu'une seule fois, il y a énormément de Japonais qui viennent voir. Enfin, c'est un lieu magique pour eux. Nous autres, on va courir au Japon, voir les cerisiers en fleurs.
Oui, Et et ils sont eux de viennent voir passage les en Renaissances Belgique. en Belgique. Ils viennent entre autres voir le bois de Halle. Donc voilà, mais ça se termine, hein, ça dure Oui, trois ça dure semaines, pas 4 semaines longtemps. Oui. maximum, et ça se Oui. termine ici, je dirais, à la première quinzaine du mois de mai habituellement. Oui. Alors une autre mauvaise nouvelle, ben, elle concerne le chocolat. Alors quand je dis le chocolat, bon, le chocolat augmente de prix, mais ça c'est un phénomène qu'on connaissait déjà. Oui. Oui. À savoir que la meilleure chocolatière de Bruxelles de l'édition 2021, édition dans laquelle Goemio désigne chaque année en principe un chocolatier ou une chocolatière dans chacune des régions du pays. J'en avais parlé il y a pas longtemps, Oui. à savoir qu'on désigne quelqu'un pour la Flandre, pour la Wallonie et pour Bruxelles. Donc Vanessa Renard avait été désignée en 2021 comme étant la meilleure chocolatière de Bruxelles, ce qui n'est quand même pas rien, hein, pour cette année-là en tout cas. Eh Oui. bien, elle met la clé sous le paillasson. Elle avait un commerce à Etterbeek. Alors Etterbeek, c'est une des 19 communes de Bruxelles, on dirait pour je dirais, comparé que Paris, c'est un des arrondissements de Bruxelles, voilà, mais c'est une Mhm. commune en tant Mhm. que telle. Mhm. Alors bon, elle était seule et alors elle tenait sa boutique depuis 5 ans. Et d'après ce qu'elle dit, bon, ben, elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus Ah parce oui. qu'elle est seule. Et je me rends compte, parce que je connais le travail du chocolat, à quel point, quand on l'exerce de manière artisanale, ben, c'est compliqué, hein. Il faut tempérer, Oui. quand on fait du chocolat moulé, il faut faire la première coquille dans le moule, il faut après remplir, etc. Bon, mais faire tout à la main, voilà. Oui. Les grandes unités de production de chocolat, hein, Neos, Leonidas et d'autres, peu importe, travaillent avec des machines qui assurent une partie du Oui. travail. Ça, c'est une Mhm. chose. Mais quand on est seul, ça veut dire que vous avez quelqu'un qui sonne à votre porte parce qu'il souhaite acheter des chocolats. Ben, vous devez quitter votre travail, vous devez aller servir, vous vous remettez à travailler, le chocolat n'est plus à température, vous devez le remettre à température, vous avez Mhm. à peine commencé ou recommencé à travailler que de nouveau quelqu'un va entrer. Alors bon, Oui, pour là. éviter ce problème, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous travaillez à la production en dehors des heures d'ouverture du magasin, hein, puisque vous ne voulez pas être trop dérangé, ce qui s'explique. Et puis, ben, vous faites des heures, et c'est ce qu'elle dit, finalement, je m'oubliais, dans le sens où je ne pensais plus à moi, et je ne tiens plus, je ne tiens plus. Elle était seule à travailler, elle était au départ employée de banque. Alors évidemment, ben, l'horaire d'une banque, en principe, ben, vous êtes employé, vous commencez à telle heure, finissez à telle heure. Je ne sais pas quel travail elle y faisait, peu importe. Mais vous avez un horaire plus ou moins régulier. Vous ne travaillez pas le week-end. Une chocolaterie, si vous n'êtes pas ouvert le samedi et le dimanche, ben, vous ne vendez pas. Hein. Mhm. Et alors, bon, comme pour tous les indépendants, je suppose que c'est le même en France, vous avez après la paperasserie à faire. Hein. Donc, quand vous Oui. avez mis la clé sous la porte le soir, ben, vous devez encore vous occuper de vos factures, de vos fournisseurs, de plein de choses. Vous devez aller à des salons, des expositions, vous devez éventuellement aller faire des courses. C'est beaucoup de travail. Donc, on se Mhm. rend compte que tous les indépendants maintenant, et j'ai côtoyé un restaurateur hier qui m'en avait déjà parlé. Bon, heureusement, lui, il a un cuisinier, il travaille en salle, mais il dit, dans une ville touristique, c'est lourd, c'est dur parce que Absolument. on doit engager du personnel ponctuellement quand on sait qu'on a du monde, mais parfois on n'engage pas du personnel et ce jour-là, et c'est encore le cas hier, il y avait eu énormément de monde, donc il faut quand même faire face, même quand on est seul. Et c'est tous les jours, c'est tous les jours. Et le jour de fermeture, ben, on doit aller faire des courses, on doit s'occuper de l'administratif, on doit faire plein d'autres choses. Et Mhm. finalement, ce sont des métiers qui sont extrêmement prenants au niveau de la disponibilité. Il faut, je dirais, Bien sûr. remercier les restaurateurs. Et ça justifie aussi parfois, même si le client ne le comprend pas toujours, le prix qui est demandé, parce que Oui. on voudrait toujours aller manger pour rien, parce qu'on fait une Mhm. comparaison quoi qu'elle soit mal faite, mais entre les prix du produit qu'on voit dans le commerce et le prix qu'on paye quand on est au restaurant. Et on se dit, mais enfin, Oui. hein, comment est-ce que c'est possible? J'ai vu qu'il y avait, je sais pas moi, tel produit de viande en publicité dans un magasin low cost quelque part pendant une semaine, et quand on le voit au restaurant, on se dit, mais hein, il a multiplié le prix par tant. Ben oui, mais il a des frais, il doit payer un cuisinier, il doit payer éventuellement un remboursement de matériel, un loyer, des charges, enfin bon. Et les gens ne Oui. comprennent pas toujours que le véritable prix de la restauration, si on ne veut pas manger uniquement, je dirais, de la cuisine préparée dans des grandes unités de production, de ça aussi j'ai discuté hier, dans de grandes unités de production, et puis après avoir, comme on a vu selon certaines enquêtes à Paris,
Hein, 90% des restaurants ont recours à ce genre de produits. Et dans les Oui. restaurants qui ont recours, plus de 80% des produits proposés à la carte ne sont pas fabriqués dans le restaurant, mais sont bien fabriqués ailleurs. Je n'ai rien contre le sous-vide. J'ai moi-même été formateur en cuisine sous-vide, hein, donc c'est pas ça. Mais je veux dire Mm. par là que quand on va dans un restaurant, on s'attend à ce que le produit soit cuisiné sur place. Et puis finalement, on se rend compte que vous avez en cuisine quelqu'un qui va plonger un petit sachet de blanquette dans une casserole d'eau bouillante, il va l'ouvrir dans une belle assiette ou une terrine de présentation et que ça n'a pas été réalisé sur place, que ça a été fait par, je dirais, des ouvriers Mhm. Par spécialisés, un hein, industriel. avec plusieurs centaines de kilos de viande mise en œuvre dans des chaudrons Oui, hein, oui. immenses, et puis finalement que c'est comme si vous achetiez un bocal de confiture et que vous l'ouvriez avant de vous en servir. Hein, c'est rien d'autre que ça, Absolument, quoi. absolument. Bon, tout ça est bien désolant. Tout On ça est est, bien désolant, mais enfin bon, ouais, voilà, une c'est un petit peu. époque, hein, Et hein, alors maintenant, je ouais, vais vous parler un peu de tourisme et de chiffres touristiques. Tiens. ouais. Oui, j'ai lu quelques articles qui en parlent parce que ça m'énervait toujours un petit peu. J'entendais dans des débats certains qui se gaussaient en disant la France, premier pays touristique du monde, enfin patati patata, 80 millions de touristes par an. Bon. Et je me suis un petit peu penché sur la chose, non pas que je voulais contester le chiffre, mais sur la manière dont les chiffres étaient comptabilisés en fait. Oui, oui, Or, oui, on c'est toujours le considère problème. comme touriste en France toute personne qui passe une nuit en France hors de son domicile. Ah, Et je oui, me suis dit, oui, mais bon, la France est un pays de passage. Ce n'est pas un pays cul-de-sac comme l'est, disons, le Royaume-Uni, par exemple, ou bien comme l'est un peu l'Espagne et un peu l'Italie. Enfin, plutôt comme le sont un peu l'Espagne et l'Italie, même si l'Espagne est aussi un pays de passage entre le Maghreb et l'Europe. mhm, Euh, je pensais à tous ces routiers qui sont comptabilisés. Alors, vous prenez un routier qui va chercher des fraises en Andalousie pour les ramener dans le Benelux. Vous prenez un routier qui va en Italie chercher des citrons ou des oranges pour les amener en Grande-Bretagne. Dès le moment où il s'arrête sur une aire d'autoroute en France et qu'il loge, bah, il est considéré comme touriste. oui, Or, ah oui, oui, donc oui. il va faire le voyage, je dirais, 6 fois ou 8 fois sur le mois. Il va être considéré comme un touriste à 8 reprises ou à 6 reprises. Bon, c'est un peu facile de dire que c'est un touriste. Or, quand on voit les routiers qui s'arrêtent sur un parking, qu'est-ce qu'ils font? Ils ouvrent le bas de caisse de leur camion, ils sortent un réchaud, une boîte, une brique de potage ou une boîte de cassoulet, ils la réchauffent, ils mangent et ils remontent loger dans leur, dans leur cabine. Je ne dis pas qu'ils font tout ça, mais enfin, beaucoup le font. Donc, on s'est penché sur d'autres chiffres à ce moment-là. Et on s'est Ouais. penché sur le chiffre des dépenses des touristes. Mhm, Et cette fois-là, on se rend compte que la France n'arrive qu'en cinquième position je mhm, dirais, au niveau des dépenses. Or, s'il y a bien un pays où tout est fait, à juste titre d'ailleurs, pour que le touriste dépense, c'est bien la France. Pensez aux produits de luxe, hein, aux mhm, parfums, aux vins, aux mhm. alcools, à tous les gadgets possibles et imaginables comme souvenirs qu'on trouve à Paris et dans d'autres villes. Et là, la France n'arrive qu'en cinquième position. Comment se fait-il que les touristes qui viendraient en France achèteraient infiniment moins que ceux qui vont, admettons, en Grande-Bretagne ou qui vont en Espagne ou qui vont ailleurs. Et alors finalement, on se rend compte que la véritable place du tourisme, pardon, en France, elle n'est plus la première, mais elle est la cinquième au monde. Et que vous D'accord. avez avant ça les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Espagne et la Thaïlande. Hmm. Donc voilà. Alors, c'est une vérité. Et c'était un journal français qui en parlait. C'était l'Écho, hein, pour dire Mhm. Oui, donc ils savent dans de lequel quoi ils j'ai parlent. lu l'information. Oui, Donc, euh, c'est une nouvelle, disons, qui est à la fois bonne et mauvaise. Elle est un peu mauvaise pour l'ego, parce qu'évidemment, bon, ben, de premier, on passe à cinquième. Mais elle est bonne pour l'information que ça peut représenter intrinsèquement, évidemment, hein, parce que bien sûr. c'est quand même mieux d'avoir une information qui est fiable que de croire Oui, que oui, tout non, est mais acquis en plus, et que tout c'est va bien. complètement ridicule de compter les routiers là-dedans, quoi. Oui, voilà, ben, entre autres, hein, Ça n'a rien à voir, donc ça n'a rien à évidemment. voir. Disons qu'on compte en tout cas toute personne qui reste une nuit en France sans Oui. être chez elle. Bon, ce n'est pas forcément, ce n'est pas un touriste au sens touristique du terme, en tout cas. Hein. Non, 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 C'est un non, non, chiffre non. qui est faussé de toute façon. Hein. Très bien, très bien. Voilà. OK, bon. Alors, chers amis, eh bien, nous allons continuer avec les ustensiles de cuisine.
dont Guy nous a parlé déjà depuis 2 épisodes, et il y en a quand même beaucoup. Et nous continuons cette liste où nous allons commencer par l'escargot ou roulette suisse. Ah oui. Alors, l'escargot roulette suisse, c'est au départ un appareil qui ressemble et qui doit son nom au fait qu'il ressemble un peu à un escargot. Vous avez quelque chose de relativement simple, à savoir que cet appareil, il sert à hacher finement, entre autres, du persil, hein. Donc, il est Oui, constitué d'une roulette, pardon, à 5 ou 6 lames, hein, je ne sais plus, j'en ai plusieurs, mais enfin bon, il y a 5 ou 6 lames. Euh, le tout dans une coquille en plastique et dans un protège-lame amovible en métal. Alors, le tout étant maintenu par une espèce de goupille, hein, un genre de clou, une goupille qui sert en même temps d'essieu à la roulette. Alors, c'est un appareil qui, à l'origine, ne se vendait que dans les foires, hein, dans les ah foires oui. et dans les magasins spécialisés, enfin, dans les foires de type art ménager, etc., qui se vendaient Mhm. relativement cher, produits de qualité. Je dois reconnaître que s'il y a bien un produit dont je conseille l'achat, ce serait celui-là. D'accord. Alors, comment on s'en sert? Ben, on met par exemple son persil équeuté sur une planche. Il faut une planche relativement grande, hein. Je dirais que Mhm. la planche professionnelle pour ça est quand même un atout par rapport à la petite planchette ménagère, hein. Et puis, D'accord. avec la main droite, si on est droitier, mais l'appareil étant ambidextre, bon, ça peut être aussi bien la main droite que la main gauche, on va la faire rouler, cette roulette suisse ou cet escargot, sur le persil, et en quelques mouvements, je dirais qu'il n'en faut pas 50, vous avez un hachis de persil qui est extrêmement bien fait et qui ne donne pas l'impression d'avoir été, je dirais, moulu comme dans Haché. les appareils électriques. Ben, c'est du Ouais. persil haché, mais qui est bien haché. Oui, En mais fait, qui, oui. ça reproduit exactement ce que le cuisinier avec son couteau fait. Mhm. C'est-à-dire que c'est Mhm. haché, mais ça reste sec. Ça ne devient pas une bouillie de persil, en fait, hein. Du moins, si Mhm. vous arrêtez suffisamment tôt. Mais c'est vraiment un appareil très, très qualitatif. Alors, c'est évidemment banni et honni dans les écoles hôtelières parce qu'on doit être capable de Évidemment, couper, on de hacher le apprend à couper le persil persil. Bah oui. avec un couteau. Mais il faut reconnaître que l'appareil en question est extrêmement rapide et bien plus rapide que le fer au couteau, hein. Ça, je peux vous assurer Mhm. que, étant capable de faire les deux, je peux vous dire que vous allez 5, 6 fois plus vite facilement. Le seul désavantage de l'appareil, c'est son nettoyage. Ah Alors, oui. c'est son Ah nettoyage, oui. pourquoi? Parce que malgré le fait qu'il y ait un protège-lame qui est là pour empêcher les produits que vous allez hacher, je dirais, de tourner avec la roulette, hein, ils sont arrêtés par ce protège-lame. Euh, Vous avez quand même du persil, que si je prends le cas du persil, qui va coller le long des lames un petit peu. Et alors, le nettoyage, on pourrait dire, ah ben oui, il suffit de passer la roulette après démontage en dessous d'un filet d'eau. Ben, ça marche pas ultra bien, ça colle encore un petit peu. Donc, Ouais. vous devez avoir une brosse, hein, qui est aussi un petit gadget, mais qui est très utile. Une brosse torsadée, en fait, c'est un fil de fer dans lequel des brins de fil en plastique qui servent de crin sont insérés et vous passez cette brosse, je dirais, d'un diamètre choisi, si je peux dire, entre chacune des roulettes de manière à enlever le persil qui colle. Ça, c'est le seul désavantage, mais ce n'est pas la faute, entre guillemets, de la roulette, c'est simplement des lois de la physique qui font ben, que le persil va coller à un endroit et que vous devez le nettoyer, sauf si vous ne le faites pas, ben, il va sécher là-bas entre les différentes lames et ça sera pas bon d'un point de vue santé, d'un point de vue hygiène, etc. Mais Absolument. sinon, c'est vraiment le genre d'appareil que je conseille au niveau de l'achat. D'accord. On le trouve dans les bonnes quincailleries, comme on dit. Oui. Parce que maintenant, en fait, je pense que le brevet a sauté, Hmm. hein. C'est un appareil qui devait être breveté, qui a été breveté pendant, je crois que c'est une vingtaine d'années au moins. Et alors maintenant, vous trouvez à la fois l'original et je pense également des copies. Enfin, j'ai déjà Hmm. acheté des copies. Donc, vous le trouvez à un prix maintenant qui est devenu très, très démocratique. C'était assez cher au départ, hein. Faut Mhm. reconnaître que c'était pas donné. Et maintenant, Mhm. vous le trouvez à un prix tout à fait abordable. Donc, raison de plus pour ne pas vous en priver. Je conseille vraiment ce genre d'achat. D'accord. Alors maintenant, passons au couteau à huître. Très important, hein. Ah, très important, le Couteau couteau à à huître. huître. Parce que Alors, danger, danger, danger avec le danger, couteau. danger d'une part. Alors, il y a plusieurs types de couteaux. Je suis allé au salon de Hmm. l'inventeur à Paris, le salon Lépine, hein, il y a Hmm. quelques années. Alors, j'avais remarqué, il y avait un monsieur qui vendait
des appareils, je dirais des petits appareils. C'est un peu plus grand qu'un couteau, mais c'est un peu plus complexe pour ouvrir les huîtres. Alors, il faisait ça avec je dirais, une facilité déconcertante. Il prenait une huître, il mettait l'espèce ça ressemblait à la fois à un couteau et à une pince en même temps, pour dire un petit hum, peu à quoi ça hum, ressemblait. hum. J'ai vu ça. Euh, il ouvrait l'huître avec une vitesse en 2 secondes, l'huître était ouverte. Enfin bon, j'ai acheté un de ces appareils. Alors évidemment, je n'ai pas sa dextérité, parce que c'est comme lui qui avait créé l'appareil en question, mais je n'ai jamais pu m'en servir. Je vais dire que j'ai essayé, ça ne m'a jamais, euh, ça Hum. ne m'a jamais permis d'ouvrir une huître de manière correcte. Bon, je l'ai remisé quelque part, je sais même pas où il est, parce que malheureusement, c'est le genre d'appareil qui nécessiterait un véritable écolage. Alors il m'avait montré comment on faisait. Je crois que sur place, j'ai ouvert une huître avec un peu de difficulté, mais enfin, je m'étais dit ça devrait fonctionner. Et puis dans la réalité, non, quand on rentre chez soi et qu'on veut s'en servir, on a deux mains gauches et ça marche pas quoi, comme on dit. Désolé. Or, ça n'était pas donné malgré tout. Oui, Donc ça, c'est le genre d'appareil que je ne conseillerais pas à premier coup d'œil d'acheter, parce que vous risquez d'être déçu, parce que vous n'aurez pas la dextérité pour vous en servir, à moins de travailler chez un écaillé. Et en plus, je n'ai jamais vu cet appareil-là sur aucun banc d'écaillé professionnel. jamais, jamais. Jamais. Donc, Hum, je me hum. pose vraiment la question. Donc, je ne conseillerais pas l'achat de ce genre d'appareil. Alors, dans les couteaux à huître traditionnels, il y Oui. a plusieurs couteaux. Vous en Hum, trouvez même qui sont donnés en cadeau quand vous achetez des huîtres au moment des fêtes de fin d'année et qui hum, sont en plastique. Bon, plastique dur, hum. certes, mais quand vous avez ouvert 5 huîtres avec, C'est fini. la pointe est émoussée, c'est terminé. Vous avez également des couteaux à huîtres bon marché, et quelquefois, comme on dit, le bon marché est toujours trop cher, et c'est le cas aussi. Ils Oui, sont réalisés en acier doux, et alors, ça dépend comment vous ouvrez les huîtres. Moi, j'ouvre les huîtres à la charnière. Ça, c'est ma manière de faire. oui, Je vois que beaucoup de professionnels, quand on voit des émissions qui sont tournées dans les parcs à huîtres, hein, ils ont un genre de couteau, parfois c'est un opinel, parfois c'est autre chose, et ils ouvrent les huîtres par le côté. Et ils le font avec oui. aussi beaucoup de facilité. Moi, je ne l'ai jamais fait parce que ce n'est pas comme ça qu'on m'a appris tout simplement. Alors, D'accord. ouvrir les huîtres par le côté, c'est facile quand c'est une huître plate. Quand c'est une huître creuse, c'est déjà un peu moins facile, mais ils le font avec beaucoup de facilité. J'ai toujours eu peur de travailler avec le couteau à huître par le côté de l'huître pour éviter de me blesser. Et comme on m'a montré, quand j'ai appris à ouvrir des huîtres, à le faire par la charnière, je l'ai toujours fait de cette manière-là et relativement bien. Alors, il y a quelques années, bon, je parle il y a quand même plus de 20 ans, hein, j'ai acheté dans un magasin spécialisé à Paris. Il y en a plusieurs du côté des anciennes halles, du côté de la rue Montmartre, etc. Il y a des magasins spécialisés en matériel je dirais, en petit matériel de cuisine. Et donc, j'avais repéré un couteau à huître que j'avais acheté et je l'ai retrouvé en Belgique aussi. Alors, c'est un couteau qui a un manche bleu, un manche relativement large, en plastique un peu mousseux, comme ça. Donc, on le tient bien en main. C'est un manche qui est très ergonomique. Il y a plusieurs types de manches. Il y a des manches cylindriques, il y en a d'autres qui sont, je dirais, un peu aplaties, mais les deux fonctionnent bien. Et alors, la lame est tout à fait, je dirais, atypique. Elle n'est pas la même que celle des lames habituelles. Elle ressemble un peu à la lame d'un couteau d'office, c'est-à-dire que très pointue à la pointe, arrondie d'un côté et droite sur l'autre côté. Alors, je n'en ai Oui, encore abîmé qu'un seul de ces couteaux-là. Un jour, j'ai eu une oui. huître extrêmement récalcitrante parce qu'en fait, vous insérez la pointe du couteau vraiment à la charnière et puis par un mouvement, je dirais, de cliquetis, hein, donc vous tournez légèrement votre poignet, hein, vous allez, disons, désaxer la charnière et puis vous la faites sauter. Voilà. Et je n'ai Hum. encore abîmé qu'un seul de ces couteaux-là, mais en très, 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 très longtemps. Alors, je suis allé, pardon, dans une quincaillerie ici en Belgique. Ils ne l'avaient pas. Je leur ai montré la photo sur Internet, ils l'ont commandé, et maintenant j'en ai deux ou trois du même modèle parce que je ne tiens pas à en être privé, étant donné que c'est un couteau qui marche très très bien et qui fonctionne, je dirais quasiment dans tous les cas. Je le conseille, tout en conseillant aussi d'être toujours très très prudent lorsqu'on ouvre des huîtres, Absolument. à savoir de prendre un essuie, de maintenir l'huître, de ne pas la tenir avec la main nue
Parce que si le couteau vous échappe, vous allez aller ficher la lame, et comme c'est une lame qui est très pointue et très coupante, vous allez aller ficher la lame dans votre poignet ou dans les veines et les artères de votre poignet de la main gauche. Donc, ouvrir des huîtres reste toujours, pour le non-professionnel, une épreuve assez difficile. Bon, quand Oui, on est professionnel et qu'on a l'habitude, alors on s'étonne toujours quand je vais quelque part chez des connaissances et que j'ouvre des huîtres. Ah mon Dieu, tu fais ça avec facilité, avec rapidité. Je dis oui, mais bon, d'abord j'ai la Rolls-Royce des couteaux à huîtres, ça c'est une première chose, ça aide un peu. Et deuxièmement, ben, il y a aussi un peu la pratique, hein. Je n'ouvre pas des huîtres très souvent, étant donné que je n'ai plus l'occasion de le faire, mais même à la limite, à l'époque où je le faisais, ben, c'est le nombre qui fait l'entraînement, hein. Bon, plus vous en absolument. faites, plus vous, je Alors, dirais, mais il faut un bon outil, mais il faut un bon outil. oui, pour ce qui me concerne, j'ai un peu l'entraînement parce que j'en ouvre quatre ou cinq douzaines toutes les 15 jours, on va dire, de Toussaint jusqu'au mois de février. C'est Donc ça. j'ai un vrai couteau à huître avec un manche en bois très large, une lame qui est également large avec un bout très pointu, donc ça ne risque pas de casser. Et pour couper, alors moi je l'ouvre sur le côté, je prends mon huître ainsi. Et pour ne pas afficher la pointe dans le doigt, dans le creux de la main, après, je prends mon couteau en laissant juste cette partie de lame qui va rentrer sur Voilà, le une côté. partie de la lame est protégée pour éviter Tout qu'elle à n'entre fait. trop profondément. Pour, et je coupe le pied, mais suffisamment, et je coupe le pied pour ouvrir l'huître, et ça se passe très bien. Si par Oui. hasard je n'y arrive pas, alors je passe par devant. Alors je ne sais pas ce que tu appelles charnière, La toi, Guy. charnière, c'est là où les deux coquilles sont attenantes, hein, donc c'est D'accord, donc le c'est côté devant. arrière de l'huître, si je peux dire. Ah, toi, tu fais l'arrière. Je Oui, trouve très... Oui, alors je n'aime pas, pour ce qui me concerne, faire à l'arrière. Je trouve ça très dangereux. En revanche, je prends par devant. c'est ça. Mais Voilà, et je crois ça que va très bien. le fait d'avoir eu ses premiers écolages à l'ouverture de l'huître d'une manière ou d'une autre vous conditionne pour le restant de votre vie, hein. Absolument, on est d'accord, on est Ça, on est d'accord. d'accord, hein. Voilà, moi, Tout à fait, mon tout à fait. patron, celui qui m'a initié, le patron que j'ai eu au début de ma carrière professionnelle, à l'ouverture des huîtres, les faisait par la charnière, par l'arrière. Mhm, Et mhm. maintenant, je dirais que je suis euh, très formaté de cette manière-là. Bien sûr, bien Et sûr. je n'arrive pas, bon, j'ai le même Mhm, problème avec les roses en massepain, par exemple, ou en chocolat. Bon, moi, j'ai appris à les faire quasiment de manière autodidacte, d'une certaine manière. Et je suis quasiment tenu à faire. Alors, on m'a montré d'autres manières, hein. mhm, Les pâtissiers m'ont montré d'autres manières, mais je continue à faire mes roses comme le font un cuisinier, en fait, c'est-à-dire avec de nombreux pétales, etc. Alors que certains arrivent à faire des roses magnifiques. J'ai déjà vu des roses extraordinaires avec 5 pétales, ce qui est très peu, mais qui sont mhm, géniales. Moi, personnellement, je dois mettre 12, 13 pétales. Mais mes roses ressemblent plus, en fait, à des roses naturelles qu'à des mhm, roses stylisées. Voilà, mais mhm. chacun D'accord. Son son style, vécu, son style, et puis voilà. absolument. Alors, autre couteau, coquille Saint-Jacques. Oui, alors je me suis baladé il y a à peu près un an et demi, 2 ans, oui, un an et demi, 2 ans d'ici, dans un magasin spécialisé en articles dont nous parlons aujourd'hui. Et puis je vois à l'entrée, hein, protégé dans une vitrine, je vois un grand couteau avec la même lame, c'est-à-dire quand je dis la même lame, une très très grande lame, mais cette Mhm, fois-là une lame dont les deux côtés étaient égaux. Donc c'est une lame qui ressemble un peu à une épée, mais une petite épée, mhm, soyons clairs, mhm, mhm, avec un manche en plastique bleu, comme ça, de la même consistance, de la même teneur, disons, que le couteau à huître que j'avais déjà acheté. Et alors je dis, tiens, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce couteau? Ah, mais ça, monsieur, c'est un couteau à coquille Saint-Jacques. Bon, moi, j'avais toujours ouvert mes coquilles Saint-Jacques jusque-là au filet de sol. Donc, le grand couteau oui, extrêmement oui, effilé qui sert ça en marche. poissonnerie Oui, généralement, oui, oui, ce qui oui. marche très bien. Et on me dit, ah non, non, ça c'est un couteau spécifique à coquille Saint-Jacques. Bon, bah, je l'ai acheté, évidemment, hein, comme j'achète très souvent des outils et des choses comme ça quand ça m'interpelle. Je vais être honnête, je n'ai pas encore eu l'occasion de m'en servir pour des coquilles Saint-Jacques.
parce que ben, il faut que ce soit l'opportunité d'avoir des coquilles Saint-Jacques en coque. Oui, Et il faut dire que maintenant, dans beaucoup de poissonneries, vous trouvez les noix de Saint-Jacques oui, toute prête. déjà Ah, toutes oui, prêtes, hein. Bon, oui, avec oui, tout à le fait. problème, c'est que vous ne savez pas récupérer, je dirais, l'autre partie de la bête, la partie, disons, je dirais, avec les yeux, etc., qui Oui. permet de faire des fumées extraordinaires, hein. Mais Mhm. bon, ouvrir des coquilles Saint-Jacques, ça vous laisse beaucoup de déchets. Je veux dire que si vous n'avez pas besoin des coquilles, si vous n'avez pas l'utilité de faire un fumet de coquilles Saint-Jacques avec des barbes, pardon, Des barbes, euh, oui. voilà, vous achetez des coquilles déjà pré-nettoyées et c'est plus Et c'est pratique. très Bon, bien. voilà, et c'est très bien. Mais En enfin, plus, j'ai le couteau. on est sûr d'avoir les œufs avec. Alors que Oui. si on ouvre soi-même, si on ne sait pas très bien faire, on risque d'abîmer le corail. Oui, maintenant, bon, pour parler du corail, tiens, anciennement, je n'ai pas dit que je ne mangeais pas le corail, mais je veux dire par là que j'ai été habitué à travailler dans un restaurant où on n'utilisait que la noix, la partie blanche de la noix de la Saint-Jacques. Mhm. Et je disais à mon patron, je dis, mais tiens, le corail, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, on utilisait le corail, par exemple, pour faire des pâtés de poisson, des pâtés de coquilles Saint-Jacques, on mettait le corail qui donne Oui, une couleur un peu orangée ou rosée. oui, on De fait de même belles qu'on peut, sauces aussi, on fait hein. une belle sauce. De même qu'on peut très bien utiliser le corail. Moi, je l'ai fait à plusieurs reprises. Je dirais en le cuisant tout simplement au micro-ondes. Et ensuite, après, en le mixant avec de la crème, un peu d'échalote, du vin blanc, et Oui, vous avez une superbe sauce. Par absolument. contre, le corail n'est pas toujours très ragoûtant au niveau ni du goût, ni au niveau je dirais, de l'aspect. Quand on veut le manger en tant que corail, autant dans une Oui, sauce, il va faire merveille, autant oui, le corail seul n'est pas toujours très intéressant. oui, Et oui, alors, on il est m'est arrivé d'accord. un jour d'être relativement dégoûté. Il y avait dans un corail que j'avais prélevé une espèce de boyau noir assez peu ragoûtant. C'est rarement le cas, hein. Et Mhm. ça m'avait un petit peu, je dirais, Mhm. Mhm. refroidi. C'est un peu comme quand vous avez le boyau des écrevisses, etc. Bon, Oui, ou de oui, certaines des crevettes, il faut mieux crevettes, oui, l'enlever. oui, Voilà. oui, absolument, Or, dans le absolument. corail, il est vraiment au milieu du corail. Alors, quand il est vide, il n'y a pas de problème, hein, ça ne pose pas de problème. Mais quand il Ouais. est encore rempli je dirais, de crasse, bon, et qu'on se dit qu'on mange ce truc-là, c'est pas très bien. Oui, c'est pas terrible. Alors, qui dit couteau? Alors, j'exclus les couteaux à huîtres et couteaux à coquille Saint-Jacques, mais qui dit couteau, il faut les aiguiser. Et donc, pour les aiguiser, il y a un ustensile absolument extraordinaire qui s'appelle le fusil. Oui. Et alors, pour parler des termes, il y a le terme aiguisé et le terme affûté. Oui, Et ah, souvent, très on bien, oui. emploie l'un pour l'autre et on se trompe. On ne sait pas, enfin, on ne sait pas. Les gens vont dire oui, On ne c'est sait pour pas faire la aiguiser. différence. Oui, on ne sait pas faire la différence. Alors, Hum, on va parler de la lame et on va faire un petit peu d'anatomie d'une lame cette fois-ci. Donc, hum, la lame, c'est généralement la partie complète en fait d'un couteau, de la partie tranchante du couteau. L'autre partie, c'est le manche. Alors, entre la lame et le manche, vous avez une partie qu'on appelle souvent la virole, hein, qui est hum, cette petite partie qui fait la jonction entre les deux. Vous avez deux grands types de couteaux. Vous avez les couteaux qui ont une lame forgée dont la virole fait partie, je dirais, d'une seule pièce avec la lame, et tout cela entre dans le couteau, le manche, et est serti, est vissé, etc. Et puis vous avez, ce sont les couteaux les plus chers, c'est ceux où le talon du couteau, donc c'est la partie qui est la plus proche du manche, euh, est le même que la lame. Donc, ce sont des couteaux forgés qui sont plutôt coûteux. Et puis, vous avez des couteaux bon marché où vous avez une lame qui est simplement insérée dans un manche, très souvent hum, en plastique d'ailleurs, hein. Bon. hum, hum, Alors, hum, certains de ces couteaux fonctionnent très bien, mais ils sont nettement moins chers. Alors, ce qu'on appelle le fil, c'est la partie tranchante de la lame. Donc, c'est la partie, je dirais, sur un demi-millimètre qui va couper réellement les produits. En règle générale, les couteaux peuvent être soit crantés, soit à lame lisse, hein. Et les couteaux de cuisine habituels, la partie tranchante est lisse. On va utiliser les couteaux avec une lame crantée pour des produits tels que le pain, parce que contrairement à ce qu'on croirait, le pain qui a l'air tendre comme ça est un produit extrêmement abrasif, hein. hum, Le pain hum. est capable de détruire des lames de couteau. Donc, quand on coupe du pain,
généralement, on doit le faire avec un autre couteau que celui avec lequel on découpe la viande. Pas pour des Oui, raisons d'hygiène, mais pour des raisons de survie de la lame, tout simplement. C'est la oui, raison pour laquelle on utilise des couteaux à lame crantée oui. pour le pain, pour les brioches et pour d'autres produits similaires, voire même des produits surgelés d'ailleurs, et des Hum, couteaux à lame lisse pour les viandes, les poissons et autres. Bon, tout cela étant dit, on trouve sur le marché maintenant toute une série de couteaux avec des lames en céramique, des lames en ceci, des lames en cela, des couteaux laser, enfin bon, on vous invente toute une série de trucs. Il y a les fameux couteaux asiatiques, les couteaux chinois, les couteaux japonais qui sont réputés. J'en ai déjà parlé lors d'un autre épisode en disant que ces couteaux-là, très souvent, n'étaient, je dirais, aiguisés que sur un seul penchant de lame, donc une seule face de la lame, hein. C'est ça pour la raison pour laquelle ils coupaient très très bien, parce qu'ils avaient un angle de coupe de 17 degrés, hein. L'affûtage se fait sur 17 degrés d'angle, tandis que les couteaux européens, c'est sur 34, puisqu'il y a deux fois je hum, dirais, l'affûtage à gauche et à droite. hum. Euh, alors, pour reparler du terme aiguisé et affûté, quand on aiguise un couteau, généralement, on va chez un rémouleur. Alors, le rémouleur, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire passer le fil de votre lame sur une pierre qui tourne, hein, euh, et il va enlever de la matière. Il va enlever peu de matière, mais il va enlever de la matière sur les deux côtés de la lame, là-bas donc sur le fil. Lorsque vous affûtez, c'est-à-dire que vous remettez le fil droit, vous enlevez extrêmement peu de matière, infiniment moins que lors de l'aiguisage, et vous ne faites qu'une chose, c'est remettre le fil droit. Pourquoi? Parce que quand vous coupez les choses, et essentiellement si votre lame de couteau rencontre des os, par exemple, qu'ils soient petits ou qu'ils soient gros, vous avez le fil de la lame qui va dévier, qui va zigzaguer. Alors, vous ne le Hum. voyez pas forcément à l'œil nu, mais c'est imperceptible. Néanmoins, ça va émousser votre couteau. Quand vous allez vous en servir, vous allez vous rendre compte qu'il coupe moins bien. Alors, il y a un test pour ça. Vous prenez une tomate, vous prenez du céleri branche et vous coupez. Si la peau de la tomate, quand c'est une tomate bien fraîche, résiste à votre lame, c'est que votre couteau n'est plus suffisamment affûté. Donc, à ce moment-là, vous devez le passer sur le fusil. Alors, le fusil, c'est un appareil qui est généralement vendu avec tous les sets de couteaux professionnels. Il en existe des petits, des grands. Il faut toujours mieux acheter un plus grand fusil plutôt qu'un plus petit, parce que le geste même d'affûtage du couteau nécessite de l'amplitude, hein. On fait passer successivement, et on voit les bouchers dans leurs étals le font plusieurs fois par Oui, jour, hein. Ils prennent le oui, couteau et puis ils l'affûtent comme ça d'une manière extrêmement alerte, un peu comme, je dirais, les barmen lancent le shaker en l'air. Ben, eux, ils font ça avec leur oui, couteau, hein. Il y a deux types de fusils. Il y a les fusils à fût droit euh, cylindriques et il y a ceux à fût ovale, oblong, hein. hum, Alors, hum. les deux, bon, moi, j'ai souvent utilisé les fusils à fût rond, mais les deux fonctionnent, les deux sont valables. Ouais. Il faut s'exercer en étant très prudent. C'est la raison pour laquelle les fusils sont munis d'une garde, hein, Oui, parce que lorsque vous descendez trop bas, vous tenez le fusil par le manche, hein. Généralement, on tient le fusil par la main gauche et on tient le couteau par la main droite quand on est droitier. Il arrive automatiquement qu'un jour, on soit un peu distrait, ce qui ne doit jamais être le cas, mais et on a la lame qui vient buter sur la garde, et heureusement que la garde est là, sinon c'est votre poignet qui en prenait oui, le coup, hein. Donc, oui, quand oui, on, quand on affûte un couteau, pardon, faut être extrêmement, je dirais, regardant à ce qu'on fait. Ne pas se laisser distraire, ne pas regarder autre chose en même temps. Alors, il ne faut pas passer non plus la lame 50 fois sur le fusil. Je vais dire 50 fois au cours d'un même exercice d'affûtage. On la passe trois, quatre fois de chaque côté, hein, 5 fois, 6 fois peut-être, mais pas davantage. Et on oui, veille toujours à passer l'entièreté de la lame, c'est-à-dire de la partie la plus large de la lame vers la pointe, hein. C'est comme ça que oui, ça se fait. Euh, et ne pas oublier, c'est quand on a terminé l'affûtage, c'est d'essuyer la lame sur un papier absorbant, sur un torchon de cuisine, parce que on va faire de la toute petite limaille, donc la poussière d'acier va être dégagée. Et si vous ne passez pas votre couteau sur un papier ou sur un torchon, cette limaille que vous allez voir apparaître sur le tissu, ben, elle va dans les aliments tout simplement. Alors,
Oui, Je ne dis pas que ça risque de vous tuer, hein, parce que il y en a très peu. Et d'autre part, ben, c'est de l'acier. Je vais dire par là que ça ne sera pas digéré dans votre intestin. Ça va ressortir avec le bol alimentaire. Mais enfin, par principe et oui, par rigueur, il vaut mieux essuyer, je dirais, la lame de son couteau correctement des deux côtés après avoir affûté. Alors, au niveau du prix, bon, ben, vous avez plusieurs qualités. Ça dépend un petit peu de la maison qui vous vend l'appareil. N'achetez pas, alors petit conseil, n'achetez pas ce genre d'appareil trop petit parce qu'on vous vend des kits en grande surface pour ménagères, pour cuisiniers amateurs, avec lesquels on ne sait pas faire grand-chose. Si on vous vend un fusil avec un manche et puis après une partie utile de 20 centimètres, vous ne savez rien faire. Il vous faut au moins, moi je dirais 30, 40 centimètres, c'est l'idéal absolument, pour pouvoir s'en absolument. servir de manière efficace, en tout Oui, cas professionnellement parlant, mais même avec des couteaux, je dirais, de petit format. Plus la partie utile du fusil est grande, plus facile sera son usage. Donc n'achetez pas ça trop petit. Alors ça se garde une carrière entière, hein. Donc oui, faut pas avoir peur de mettre un peu d'argent dedans. Et c'est bien pratique parce qu'on se rend compte que lorsque le couteau commence à couper moins bien, vous le repassez là-dessus et ça marche de manière assez intéressante. c'est Et une alors, comme merveille. on parle des fusils, qu'on parlait de l'affûtage, j'ai envie de vous parler un peu de l'aiguisage des couteaux. Mhm. Alors, il existe deux manières de procéder. Il y a soit à la pierre, soit à la meule, soit dans des appareils qu'on vend de nouveau. Et là, il en existe vraiment de toutes les sortes. Alors, l'appareil le plus ancien que je connais, qui était destiné aux ménagères, c'était une espèce de jeu de deux roulettes imbriquées l'une dans l'autre avec je dirais, des lames d'aiguisage qui s'interpénétraient, si je peux dire. Et alors, elles formaient un angle qui était un angle, à mon avis, d'à peu près 34 degrés. Et on passait la lame du couteau en tirant vers soi entre ces deux jeux de lames Oui, arrondies qui faisaient mhm, 2-3 centimètres de diamètre. Ma oui, grand-mère avait déjà ce genre d'appareil. Alors, j'ai quelque part dans une cave celui qui m'a laissé le meilleur souvenir, qui était le plus efficace. C'était donc un appareil, et je n'ai pas peur de dire, de la marque Brabantia. Alors, la marque Brabantia, c'est une marque d'appareil d'origine hollandaise. Alors, la province de Brabant, la capitale, c'est Bruxelles. C'était une des plus grandes provinces à l'époque des Pays-Bas, bourguignons et puis espagnols. Mais quand les Pays-Bas se sont détachés lors des guerres de religion entre partie nord et partie sud, le nord Brabant, donc la partie nord du Brabant, est resté avec les Pays-Bas actuels et la partie sud est restée avec la Belgique. Et alors Brabantia est une firme qui vient donc de cette partie-là du Brabant du Nord aux Pays-Bas. Ils sont connus pour faire de très très bons ustensiles de ménage de toutes sortes, y compris de la quincaillerie. Et cet appareil est celui qui m'a donné le plus de satisfaction. Et comme dans beaucoup de choses, malheureusement, on se rend compte que les choses qui sont intéressantes, qui ne sont pas chères, on les supprime du commerce parce que, je dirais, ça n'est pas intéressant, parce qu'ils sont très viables, très longs à l'usage dans le temps et on ne les remplace pas souvent. mhm, Et j'ai essayé par tous les moyens de me racheter, entre autres chez Brabantia, cet appareil qui m'avait donné énormément de satisfaction. Je n'ai plus qu'une chose, c'est à faire des fouilles pour essayer de le retrouver. Voilà. Alors, il y en a d'autres qui sont parfois comme des espèces de petits socles sur lesquels il y a ces jeux de roulettes intégrés. Alors, vous avez souvent deux ou trois orifices différents dont vous devez utiliser les uns après les autres dans un certain ordre. Pourquoi? Parce que l'abrasion se fait d'abord de manière grossière au premier jeu de roulette, au jeu intermédiaire de manière un peu plus fine et au troisième jeu de manière extrêmement fine. Alors, c'est dû tout simplement au fait que les parties qui vont enlever de la matière à la lame sont plus grossières à la première. C'est pour faire le travail, je dirais, de dégrossissage, pour enlever le plus de matière. Et puis, vous allez affiner en passant dans les trois jeux successifs, dans les trois mhm, pentes successives. mhm. Bon, il y a le mieux et il y a le moins bien. L'idéal avant d'acheter, ce serait d'avoir, mais ce n'est pas toujours possible parce que ces produits sont souvent vendus en grande surface, ce serait d'avoir un couteau à aiguiser, de le présenter, d'utiliser l'appareil en question et puis de juger du résultat par la suite. Bon, malheureusement, ce n'est pas vraiment ce qu'on peut faire puisque
c'est souvent vendu sous emballage plastique de Oui, oui, protection et on ne peut pas l'ouvrir au magasin. oui, Donc, absolument. je vous dirais que si un jour vous avez envie de faire ce genre d'achat, c'est plutôt d'aller dans une quincaillerie, chez Hmm, un magasin où vous pouvez voir les appareils et demander à pouvoir l'utiliser. hmm. Voilà. Il existe en Belgique, mais ça existe en France aussi, des magasins spécialisés dans la vente des couteaux. Vous avez peut-être déjà vu ça. Bon, ça n'existe que Oui, dans les très grandes villes, hein, où ils ne sont spécialisés qu'en vente de couteaux et d'outils tranchants. absolument. Alors là, ce sont des professionnels, souvent depuis plusieurs générations, ce sont souvent des entreprises familiales. J'en connais deux Oui, ou trois sur Bruxelles. Je pense que dans ce genre de magasin, on vous donnera des conseils vraiment très judicieux sur l'achat à la fois et des couteaux et des différentes lames selon l'usage que vous comptez en faire. Si c'est un couteau, je dirais, de type multi-usage, comme un demi-chef par exemple, hein, ou bien si vous cherchez un couteau spécifique. Et si vous demandez qu'est-ce que vous me conseillez pour moi, aiguiser et affûter, employer les deux termes différents, on vous donnera les conseils, je dirais, les conseils utiles. oui, oui, Alors, il existe un moyen d'affûter, plutôt, on est en mi-chemin entre l'aiguisage et l'affûtage, en fait. C'est la pierre de coticule. J'en ai déjà oui, parlé. oui. Alors, la pierre de coticule est une pierre unique au monde qu'on a la chance d'avoir dans des gisements ici en Belgique, qui devient extrêmement rare, extrêmement chère. C'est une pierre, je dirais, pour la décrire en gros, c'est une pierre de type argile dans laquelle est inséré des microparticules de grenat. Alors, le grenat est une pierre précieuse, mais qui est extrêmement abrasive. Alors, elle n'est pas aussi abrasive et aussi dure que le diamant, mais enfin, on est quand même très très loin. Et Hmm, c'est la seule pierre au monde qui était utilisée anciennement pour affûter les bistouris et les scalpels médicaux, à l'époque où on ne jetait pas les lames et on utilisait, je dirais, d'une opération à l'autre le même bistouri. mhm, Hein, il mhm. fallait affûter je dirais, de la lame. Donc, on utilisait ce genre de pierre. Alors, j'en ai acheté une, j'en ai même deux, je pense. Euh, je suis allé voir sur Internet, il y a vraiment une manière extrêmement particulière de s'en servir. Et il faudrait aussi faire un petit écollage, c'est un peu comme pour l'appareil à ouvrir les huîtres. Il Oui. faudrait vraiment faire un petit écollage parce que je m'en étais servi croyant bien faire et je n'avais pas obtenu le résultat escompté. Or, on vante tellement la pierre de coticule qu'apparemment, ça a l'air d'être un outil extraordinaire. En fait, il faut mettre de l'eau, il faut humidifier la pierre parce qu'elle ne Voilà. fonctionne que lorsqu'elle est humidifiée d'une part. Et Oui. d'autre part, il faut vraiment passer la lame sur cette pierre avec un angle tout à fait particulier qui est le fameux angle de Hmm, 17 degrés. Et alors, il faut tourner légèrement. Il faut faire une espèce de pâte avec le mélange d'eau et de pierre qui va se désagréger tout doucement. Et c'est cette pâte, finalement, qui, en passant sur la lame, va faire l'abrasion nécessaire. Mais de nouveau, on ne doit pas s'improviser utilisateur de pierre de coticule si on n'a pas été initié par quelqu'un qui sait vraiment comment faire. Là, il y a des tutos sur Internet, mais je absolument. dirais que l'investissement nécessite vraiment d'aller voir comment ça se pratique. Alors d'autre part, il faut se méfier quand on achète de la coticule, il y a des copies. Il y Hmm, a donc des pierres artificielles d'une part, et alors il y a des pierres qu'on vend comme étant du coticule véritable et qui n'en sont pas, mais bon, c'est une autre hmm, histoire. Mais ça, c'est un achat qui vaut la peine d'être fait, mais à condition, disons, de faire le bon achat, de ne pas se faire berner et de pouvoir s'en servir par la suite. Alors, cette pierre de coticule, c'est ce qui a été utilisé par nos anciens lorsqu'ils coupaient le foin dans les champs. Ah oui, hein, on Ils- a utilisé ça pour pour aiguiser Absolument. des faux, des serpes, tout ce qu'on Donc, veut, et hein, ils avaient effectivement une oui, espèce de oui. bidon avec de l'eau et ils mettaient la Oui, oui, pierre oui, oui, oui. Il fallait mettre un ouais, peu d'eau dessus, tout à et ils fait. refaisaient le fil très souvent. Alors, pour le dire autrement, mon grand-père se rasait encore avec ce qu'on appelle un couteau, c'est-à-dire Mhm, une mhm, lame de rasoir fixe, hein, on ne jetait pas la lame. mhm, mhm. Et lui, il avait un cuir. Et alors, C'est ça. il passait son rasoir sur le cuir. Et je l'ai vu pendant tout le temps où je l'ai côtoyé, se raser avec ça. Bon, moi, personnellement, je n'oserais pas, hein. J'aurais bientôt peur de me Oui, couper. bah oui, oui. Parce que bon, depuis, on a connu les rasoirs à lames multiples de toutes les marques possibles et imaginables, qui sont évidemment beaucoup plus sécurisés.
Mais c'est vrai que les anciens utilisaient ce genre depuis l'époque romaine d'ailleurs, hein, de Absolument. rasoir Ouais, extrêmement tranchant, mais bon, aussi extrêmement dangereux, voilà. très dangereux. Alors, venons-en à l'appareil à décaloter les œufs. Alors, l'appareil à décaloter les œufs, pardon, c'est un appareil qui est breveté. Alors, j'ai lu son histoire il y a quelques jours. C'est une marque française à la base. Je ne sais plus quel était le nom de la marque, mais je crois que ce serait possiblement Christophe, mais je ne suis plus sûr. Non. Alors, c'est un appareil qui est extrêmement intéressant parce qu'il permet de couper l'œuf d'un côté, et puis je vais parler des côtés à couper l'œuf d'ailleurs, sans qu'il n'y ait de bris de coquilles dans l'œuf mollet, par exemple, hein. On ne s'en sert que pour les œufs mollets ou les œufs coques. On ne s'en sert Hmm. pas pour les œufs durs, par exemple, hein. Ça n'a pas de sens, hein. Oui, bah oui. Donc, lorsque vous avez cuit votre œuf entre 3 et 5 minutes, généralement, vous le posez sur le coquetier. Alors, il y a toute une guéguerre entre est-ce qu'on doit ouvrir l'œuf par la pointe ou par le côté arrondi, par le côté Oui. le plus large de l'œuf. Bon. Hmm, hmm. Alors, en règle générale, on ouvre l'œuf par le côté pointu, mais c'est sujet à discussion. Il y a vraiment des discussions qui tiennent des partisans et des opposants à la technique. Alors, ben oui, c'est intéressant, tout en sachant néanmoins qu'on y arrive très très bien en utilisant la lame d'un couteau, hein. Euh, Oui, ça marche bien voilà, aussi. ça marche bien aussi. Ah Mais oui. le savoir-vivre, et c'est là que ça devient intéressant, le savoir-vivre ne permet pas qu'on le fasse avec la lame d'un couteau, hein. Hmm. Alors, il y a comme ça des règles de savoir-vivre qui sont pour moi un peu surannées. On se demande à quoi elles sont dues. Normalement, on doit couper le dessus de l'œuf avec la cuillère à café qui va servir à manger l'œuf. Oui, Le savoir-vivre le veut comme ça. Bon, oui. Bloom. voilà. Personnellement, certaines règles de savoir-vivre me paraissent vraiment archaïques et tout à fait inappropriées. Mais voilà. Donc, ben oui, le coupe-œuf, il est intéressant à une seule condition, c'est de manger régulièrement des œufs à la coque. Si vous mangez 5 œufs à la coque sur votre année, contentez-vous de votre couteau ou bien de votre cuillère, ce sera suffisant. N'investissez pas dedans parce que cet appareil, à ma connaissance, ne peut servir qu'à ça. Je ne Hmm. vois Ah pas oui, trop ce que vous pourriez absolument. faire Absolument. d'autre avec. Donc voilà, à OK. n'acheter que si vous mangez très souvent des œufs à la coque. Alors, Alors, je passons vais au... parler d'un autre Oui, appareil qui est très d'accord. proche, enfin qui est très proche, qui concerne également les œufs, c'est le pick-off. Le pick-off. Oui, le pick-off. Ah Alors, ah. ah oui. Et là, par contre, j'aurais dit que ça pouvait, je n'en ai pas, parce que j'utilise un autre système éventuellement. Le pick-off, il consiste à faire sortir une petite pointe d'un appareil, d'un tout petit appareil, pour percer l'œuf du côté arrondi, là où il y a la chambre à air. Ah. Alors, c'est pourquoi, c'est pour que, en faisant ce petit trou dans l'œuf, sans percer la La membrane qui donne membrane. sur le blanc, hein, on perce Ouais, uniquement la chambre à air. Il y a une ouais. membrane également, mais elle ne débouche pas sur l'intérieur de l'œuf au niveau du blanc de l'œuf. Hmm, Elle empêche l'œuf d'éclater lorsque vous le cuisez. hmm. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand on dit que l'œuf éclate, ce n'est pas parce que le blanc augmenterait de volume, même si c'est une augmentation légère qui a lieu quand même, c'est parce que la chambre à air, lorsqu'elle est trop grosse, lorsque l'œuf vieillit, la chambre à air augmente de volume parce que vous avez une partie de l'humidité de l'œuf qui s'échappe par les pores de l'œuf et cette partie est remplacée par de l'air qui vient d'extérieur. L'air va dans la chambre à air et lorsque cet air est mis, je dirais, d'une quinzaine ou d'une vingtaine de degrés en contact avec l'eau bouillante, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une Il augmentation se de volume dilate. qui est très très Oui. rapide par dilatation, et Hmm, vous avez à ce moment-là la coquille qui éclate. Bon, et elle n'éclatera pas au niveau de la chambre à air, qui est la partie arrondie, la plus solide, mais au niveau de la partie plane de l'œuf, c'est-à-dire les grands côtés de l'œuf, si je peux dire, hein. hmm, Donc, hmm, hmm. vous avez votre œuf qui éclate, et si vous n'avez pas mis de vinaigre dans l'eau, eh bien, votre œuf va se répandre dans l'eau et vous allez perdre la moitié de l'œuf, comme ça, qui est irrécupérable. Donc, le fait de piquer l'œuf avant empêche ce genre de choses. Alors, Bon. quand on n'a pas de pick-off, qu'est-ce qu'on utilise? Il y a des petites aiguilles particulières avec une petite tête en plastique très caractérisée Hmm, qui servent à afficher des documents sur les tableaux en liège hmm, 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 hmm. ou en polystyrène. Bon, ce genre de petites aiguilles, de petites punaises, je vais dire, est tout aussi efficace
mais elle nécessite un peu plus de dextérité. Avec le pick-off, vous appuyez simplement le pick-off sur la base de l'œuf, la base arrondie, vous appuyez, ça se fait tout seul, il faut pas trop réfléchir. Tandis qu'avec la petite punaise à document, ben vous devez, disons, Faire chipoter un attention à ne petit pas peu, aller faire trop loin. attention, on va pas aller trop loin et surtout Ouais, ouais, ouais. à ne pas vous piquer non plus, voilà. Absolument.